donc une présentation générale de la situation mondiale relative au partage des rivières internationales, ainsi que des actions menées par la Commission internationale des grands barrages. Michel Devivo. Merci. Bon, je vais essayer d'être très rapide, mais je vais faire ce que je peux. Donc, Excellence, sénateur, président, directeur, chers collègues, mesdames, messieurs. Donc, j'anime la Commission internationale des grands barrages. Juste un mot là-dessus. C'est une organisation internationale professionnelle qui réunit à peu près une centaine de pays, hein, de professionnels de la construction et de l'exploitation des grands barrages. Donc, je vais faire une présentation assez générale sur la situation et sur ce que la Commission internationale des grands barrages peut faire pour améliorer cette situation. Donc, quelques mots généraux. Le changement climatique et l'accroissement de la population mondiale créent de nouveaux défis liés à l'eau. En effet, le changement climatique va affecter la variabilité des ressources en eau, entraînant des sécheresses plus graves et des inondations plus catastrophiques. Plus de variations, donc des inondations plus nombreuses et plus grandes, et des sécheresses. En même temps, et dans les prochaines décennies, la population mondiale va augmenter d'à peu près 50%, ce qui, conjugué au développement, va doubler les besoins en eau et doubler les besoins en électricité d'ici 2050. Il va donc falloir, et c'est inéluctable, construire de nombreux grands barrages et de nombreuses grandes infrastructures d'eau dans les années à venir pour faire face à ces nouveaux défis. Pourquoi ? Pour subvenir aux besoins en eau douce déjà, pour absorber les crues dévastatrices de plus en plus, pour anticiper les pires sécheresses, pour produire de l'électricité propre en remplacement des énergies fossiles, mais aussi, et c'est très important, pour soutenir le développement des énergies renouvelables intermittentes qui ont besoin de stockage. Là aussi, l'énergie hydroélectrique va être indispensable. Dans ce contexte, l'eau est et restera un sujet de discorde, comme on le voit en ce moment. Loïc Fauchon en a parlé, entre l'Inde et le Pakistan, le traité de l'Indus, qui à la moindre encartade est remis en cause. L'initiative du bassin du Nil, on le voit, même si elle a progressé, elle n'a toujours pas réussi à aboutir entre les 10 pays riverains du Nil. En Asie, Loïc en a parlé aussi, le Brahmapoutre, je ne sais pas si je le prononce bien, le fleuve le plus haut du monde, qui naît dans l'Himalaya et traverse la Chine, l'Inde et le Bangladesh, fait l'objet de vives tensions. Déjà en 1962, un conflit armé avait opposé la Chine et l'Inde à son propos. Et la construction des barrages chinois en ce moment ravive terriblement les tensions. On pourrait parler de l'Asie centrale, entre le Tadjikistan et l'Ouzbékistan. À l'époque russe, donc tout était géré par les Russes. On construisait des barrages au Tadjikistan pour alimenter les plaines de l'Ouzbékistan pour cultiver le coton. Mais avec la séparation et la création, donc, la recréation du Tadjikistan, il n'a pas vu les choses de la même façon. Les grands barrages du Tadjikistan, le Tadjikistan a dit, mais moi, je vais produire de l'énergie avec. Peu importe le moment où je rejetterai l'eau à l'Ouzbékistan. Et l'Ouzbékistan se voit dans une sécheresse terrible. Donc des conflits qui s'annoncent, qui existent et qui s'annoncent. L'Asie centrale. En Amérique du Nord, avec le Colorado, qui traverse les États-Unis et le Mexique. Les États-Unis ponctionnent la quasi-totalité de l'eau pour leur agriculture et pour Las Vegas. Le Mexique est en conflit sur ce sujet depuis 10 ans. On le voit, les risques de conflit que fait courir une gestion non consensuelle des eaux dans les bassins internationaux sont terriblement actuels. Alors la Commission internationale, la Commission a compris depuis longtemps, depuis les années 90, qu'il y avait un sujet à traiter et a lancé des travaux à travers tout son réseau d'experts internationaux pour aboutir, dans les années 2000, à un ouvrage qui est l'état de la connaissance
de ce qu'on peut faire avec les rivières internationales au niveau international. Donc cet ouvrage sera à votre disposition, vous pouvez le trouver sur notre site bien sûr, et c'est un recueil de multiples expériences, réussies ou non, en matière de partage des eaux dans le monde. Il faut choisir la psychologie des bienfaits plutôt que la psychologie des pertes. Car si l'eau peut être facteur de guerre, elle peut aussi et surtout être un facteur de coopération, de stabilité et de paix. D'une part, les réservoirs, en assurant le développement économique des pays qui les construisent, créent les conditions de paix qui riment avec prospérité. L'Éthiopie, par exemple, a développé de grandes infrastructures de stockage de l'eau qui lui permettent de produire l'hydroélectricité bon marché et la fournir à ses voisins. Elle exporte déjà vers le Kenya, et je ne parle pas de grande renaissance pour l'instant, et je ne parle pas du Nil, je parle de ses propres ressources en eau qu'elle exploite déjà très bien et dont elle tire des bénéfices par sa revente aux pays voisins qui sont le Kenya, le Soudan, Djibouti. Avec grande renaissance, bien sûr, elle va disposer d'un grand réservoir pour alimenter l'Ouganda, la Tanzanie, le Burundi, le Yémen, etc., et le Sud-Soudan. Ces échanges, qui sont polémiques encore, pourront à terme renforcer le commerce avec les pays voisins et contribuer à la stabilité régionale. L'eau offre donc une réelle occasion de communiquer. Je voudrais rappeler que c'est sur le sujet de l'eau que s'est créée la première organisation internationale de l'histoire. La Commission centrale pour la navigation sur le Rhin, créée en 1816 par 5 pays riverains. Alors l'hydrodiplomatie n'est pas nouvelle. L'eau a joué un rôle pivot dans la reconstruction de l'Europe de l'après-guerre. Plusieurs accords ont été signés, entre autres sur le Danube. Le même lien entre l'eau et la paix a été établi en Amérique centrale, dans les années 80. Autour des fleuves internationaux, il existe de nombreuses commissions intergouvernementales rassemblant les techniciens des pays riverains. Citons la commission du Mekong, la commission du Danube. Mais je voudrais insister sur l'une des plus exemplaires, qui est sans doute l'organisation de la mise en valeur du fleuve Sénégal, l'OMVS, en Afrique. Je vais très vite. C'est un modèle de gestion pacifique des ressources en eau, et la Jordanie a utilisé cet exemple dans ses discussions sur le partage de l'eau avec les pays voisins. L'OMVS est un modèle car les 4 pays riverains ont non seulement mis en place des accords sur le partage des eaux, mais ils ont donné à l'OMVS des missions qui sont accomplies par des investissements communs. C'est important, l'investissement commun pour réussir le partage. Alors généralement, les organismes internationaux ont démarré comme des structures d'échange d'informations, et c'est cet échange entre scientifiques et techniciens qui permet de créer la confiance et qui est à la base pour aller plus loin. La CIGB y travaille depuis un siècle et organise, outre ces travaux, organise la réunion de ces pays membres en conflit au sein de nos forums. Au sein de nos forums, nous avons organisé plusieurs tables rondes des pays d'Asie centrale, l'Ouzbékistan, le Tadjikistan, etc. Se sont réunis chez nous. Les techniciens, les ingénieurs ont parlé, ont réussi à se parler. Ce n'est pas facile au début, ils l'ont fait. On le fait sur le Nil aussi et on va continuer. Là où il y a des conflits, là où on le peut, avec nos moyens, au sein de nos forums, on réunit les techniciens, les ingénieurs et les politiques qui acceptent de venir. Parce que c'est par là que ça commence. L'échange de réguliers, de données hydrologiques, météorologiques, etc., sur la qualité de l'eau, est essentiel pour la gestion commune efficace et la compréhension des systèmes des cours d'eau partagés. Le partage d'informations est souvent le premier pas vers des mécanismes plus formels et peut souvent être accompli à un niveau technique. L'échange d'informations améliore aussi les relations entre pays, crée la confiance et peut aplanir le chemin vers des accords et des traités futurs. Mais le succès des organismes que j'ai cités ne doit pas cacher le fait qu'il reste beaucoup à faire
Sur 263 bassins transfrontaliers recensés dans le monde, moins de la moitié a pu se doter de conventions ou accords sur la gestion commune de l'eau. Alors, gardons le cap, faisons de l'hydrodiplomatie en adoptant la psychologie des bienfaits, en mettant l'accent sur l'eau comme facteur de paix. Voilà. Merci.